Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire le débrief du Tour de la Communauté de Valence. Aujourd'hui, Tour de la Communauté de Valence édition 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette épreuve. Top flop comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, comment vous avez trouvé la course également pendant ces 5 jours de course. C'était pendant l'étoile de Bessèges. Puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, tournoi destination, du ski également cette semaine, ski biathlon. Et puis, vous pouvez rajouter toutes les notifications. Ça, c'est ce qu'on appelle le Saint Graal, EPS 2.0 sur Spotify également. Et on commence tout de suite avec ce tour de la communauté de Valence, qui a été très serré jusqu'au bout. Il a fallu attendre la dernière étape pour qu'on sache qui gagnerait le général. Presque à un endroit où on ne pensait pas que la différence se ferait. Mais le leader était isolé dans le final et on a réussi, Rui Costa et Arensman, mais surtout Rui Costa a réussi à inverser la situation. Et de toute manière, pendant ces 5 jours de course, ça a été très serré. Il n'y a pas vraiment un coureur qui a été au-dessus pendant ces 5 jours. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment un peloton de coureurs au top. Assez proche, hein, c'est-à-dire quand on regarde le top 10, je crois que pour avoir un coureur à 1 minute 30 au général, il faut aller très loin au classement. Vraiment, on a eu que des coureurs extrêmement proches. Je suis bien à 1 minute 30. Le premier coureur qui est au-delà d'une minute 30, c'est Torstein Train, le coureur de Uno X, qui est 14e. Donc voilà, ça a été très serré pour les hommes de tête. On avait vraiment on va dire 10-15 coureurs qui étaient extrêmement proches assez souvent dans les arrivées. Et c'est vrai que Rui Costa a été très fort cette semaine. On va revenir même sur le coureur portugais un peu plus tard dans la vidéo. Mais on a eu vraiment une course avec un peloton assez homogène au niveau du top niveau. Autant au niveau du sprint, on va dire qu'il y en a 2 qui étaient quand même au-dessus. Mais au niveau vraiment de la montagne, du général, eh bien le peloton était très homogène sur cette course, avec des leaders qui sont pas encore au top de leur forme, comme Vlasov, mais c'est peut-être même presque rassurant pour un Vlasov, avec un Landa qui était pas mal. Vraiment voilà, des choses intéressantes avec des coureurs qui étaient en phase de reprise, d'autres qui avaient déjà fait plutôt un gros début de saison. Mais des coureurs vraiment, ça a été une course assez plaisante à regarder, même si elle n'était pas très bien filmée, ce Tour de la Communauté de Valence. Puis ça, c'était un peu le problème des courses en Espagne, c'est-à-dire que je ne sais pas comment ils se démerdent avec leurs caméras sur les motos en Espagne, mais ça bouge dans tous les sens. T'as l'impression d'être à Paris-Roubaix, et même je crois qu'à Paris-Roubaix les caméras sont plus fixes encore qu'en Espagne. C'est un vrai problème, je trouve. Et du côté de Rui Costa, il a très très bien manœuvré, mais bon, on sait que c'est un petit filou Rui Costa, donc c'est pas une surprise. Et il a battu donc Giulio Ciccone. Mais encore une fois, Ciccone, il est aussi battu parce qu'ils n'ont jamais réussi à écarter Rui Costa du match. Rui Costa a toujours été présent et on sait très bien que c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse et surtout que c'est un coureur très intelligent. Rui Costa, je rappelle qu'il a quand même été champion du monde face à 2 coureurs espagnols dans un groupe à 3. Donc ça montre quand même une certaine finesse, même si c'est vrai qu'il faut le dire ce jour-là, Rodriguez et Valverde n'avaient pas très bien couru lors de ces championnats du monde du côté des Ponferrada. Du côté, ça nous a permis également cette course de voir le niveau un petit peu d'un Thomas Gloag qui a été vraiment pas mauvais. Et puis voilà, ça a été une course assez sympathique en fait à suivre. Ce Tour de la Communauté de Valence, mais comme assez souvent, c'est une course qui est sympa en début de saison. Si vous aimez pas trop les sprints, et je peux le comprendre, c'est vrai que le Tour d'Arabie Saoudite devient beaucoup moins intéressant pour vous, et je peux comprendre qu'on aille voir le Tour de la Communauté de Valence, qui est une course très sympathique et qu'on décide de négliger peut-être l'étoile de Bessèges
le Tour d'Arabie Saoudite qui sont peut-être un peu moins intéressants. C'est vrai que c'est une course qui est toujours plaisante. On l'avait vu en avril. Alors en avril c'était un peu moins fun, mais en début de saison l'année dernière il y avait eu une belle victoire avec Vlasov. Là c'est vrai que le peloton en plus a été très très dense. Il n'y a pas un coureur qui a vraiment pris l'avantage sur les autres pendant ces 5 jours. On commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! On commence avec Rui Costa. Bonne semaine de la part de Rui Costa, mais très gros début de saison de la part du coureur portugais qui a été toujours dans le match en fait tous les jours, et puis il a surgi au bon moment lors de cette dernière étape. Il a surgi encore plus au bon moment parce qu'il surgit dans les 20 derniers kilomètres à un moment où on pensait presque que c'était fait pour Ciccone, et où le problème de Ciccone c'est qu'il était un peu isolé à ce moment-là de la course, et il s'est fait un peu piéger, et je suis pas sûr qu'il suivait complètement Arensman et Rui Costa. Je suis pas sûr que c'était l'adversaire qui suivait le plus, et Rui Costa il a pris des bonifs au bon moment également, et ça lui a permis de gagner le classement général et l'étape également, cette dernière étape du côté de Valence qui ne faisait que 93 km lors de cette journée. C'est une course qui correspond aux qualités de Rui Costa, c'est-à-dire qu'on n'est pas monté très haut en altitude, c'était de la moyenne montagne. Ce sont les qualités de Rui Costa, les qualités qu'il avait déjà chez UAE, qu'il avait déjà chez Movistar. Ça fait partie des coureurs dont il faut toujours se méfier sur ce type de course, et encore plus parce que maintenant chez Intermarché il a un statut de leader qu'il n'avait pas auparavant. C'était le gros problème de Rui Costa, c'est qu'il n'avait pas un statut de leader chez UAE. Chez UAE c'est un simple équipier les derniers temps, chez UAE, je dirais sur les 2-3 dernières années, c'était un peu l'homme à tout faire de la part du UAE, mais c'était vraiment un simple équipier. C'est oublier que quand il est chez Lampre, il a quand même quelques résultats. Chez Movistar, il a des très grands résultats. Donc, faut pas l'oublier. Alors, certes, on parle de dopage, mais ça, je le sentais venir. Bon, pour 2 raisons. C'est déjà que Rui Costa a eu des résultats pas très bons les années précédentes, et certains oublient qu'il a eu des résultats à une époque, mais je le sentais parce qu'il est portugais. Ça, je l'avais dit l'année dernière. Vous allez voir que les Colombiens et les Portugais, dès qu'ils vont avoir des résultats, il va y avoir des doutes. Forcément, vu le nombre d'affaires qu'il y a eu au Portugal, notamment avec l'affaire Clean Proof, tous les coureurs portugais vont être un peu surveillés. Rui Costa, en plus, était dans une équipe Movistar à une époque où on peut pas dire que c'était extrêmement propre à la Movistar. La Lampre, c'était pas une équipe très clean quand elle s'appelait Lampre. Alors même si sur la fin c'était un peu mieux, il y a quand même eu des gros cas de dopage également du côté de la Lampre, et c'est vrai que je sentais venir la possibilité qu'on dise qu'il est dopé à Rui Costa. Certes, UAE a Intermarché des bons résultats, c'est peut-être aussi parce que vous avez des équipes qui pour le moment ont décidé de négliger ce début de saison, ce qui n'est pas le cas d'Intermarché. Intermarché, je pense, a vraiment visé cette première partie de saison. Ce qui n'est pas le cas d'une formation comme Alpecin, d'une formation comme Jumbo, d'une formation comme UAE, où les objectifs sont un peu plus tardifs. Est-ce que Rui Costa sera encore en forme au moment du Tour du Pays Basque ou au moment du Tour de Romandie? Peut-être beaucoup moins. Et peut-être qu'il aura beaucoup moins d'avance à ce moment-là. Mais c'est surtout oublier que Rui Costa a quand même eu des résultats à une époque dans sa carrière. C'est un mec qui a remporté 3 fois le général du Tour de Suisse, qui a remporté le Abu Dhabi Tour, qui a remporté le Tour donc cette année le Tour de la Communauté de Valence, les 4 jours de Dunkerque aussi à une époque, le Tour de la Communauté de Madrid, ça c'était en 2011, le Trofeo Calvia, mais il avait déjà remporté le Trofeo Serra des Tramontana en 2010, la Classica Primavera de Amorebieta en 2013 et champion du monde en 2013 également. C'est juste que oui, chez UAE, il n'avait pas eu de grands résultats, mais chez UAE, il faisait un gros travail de l'ombre dans le peloton aussi de la part de Rui Costa. Mais forcément, on peut avoir des doutes parce qu'il est portugais et que c'est vrai qu'en ce moment, les coureurs portugais, c'est pas très propre.
On va pas se mentir. Prochain objectif de la part de Rui Costa. Alors, il va courir au Portugal, notamment autour de l'Algarve au 15 février. Faune-Ardèche, Ardèche classique et Drôme classique. Ça sera au mois de février. Trophée des Guaglia, début mars avec l'Estrade et Bianche. Puis ensuite, Tour du Pays Basque, avant d'enchaîner sur l'Amstel, Flèche Wallonne, Liège, qui sera, je pense, un gros objectif pour le coureur portugais, parce que ça fait depuis quelques années qu'il n'a pas eu de résultats. Il n'a jamais eu de grands résultats, même, je crois, sur ces courses-là. Donc là, ça va lui faire du bien, je pense, de reviser ces courses-là. Et puis, ça montre que... on l'avait un petit peu sous-estimé, je pense, chez UAE sur les dernières années. Hein. C'est vrai que ça avait été une période un petit peu compliquée pour le coureur portugais. On poursuit avec autre coureur au top de cette formation, c'est Bimagne Guirmeil. Le sprint qui nous fait le premier jour, il est excellent. Guirmeil, mais il commence à être vraiment pas mal en forme. Il sera là pour les classiques de février, hein, Guirmeil. Il fait un très grand sprint lors de cette étape-là parce que Intermarché l'emmène encore pas très bien. Ça, c'est un vrai truc à régler du côté d'Intermarché. Pardon, c'est que pour le moment, ils n'arrivent pas à emmener correctement leur sprinter. Guirmeil n'est pas bien emmené là sur cette étape, et Hugo Page n'était pas non plus super bien emmené sur le Down Under. Donc il va falloir vraiment améliorer ça de la part d'Intermarché, parce qu'ils ont deux coureurs intéressants, jeunes, qui ont une belle vitesse. Donc avoir un train, c'est forcément important. Mais ce qui m'a impressionné, Rui Costa, c'est la force qu'il a eue sur ce premier sprint. Premier sprint parce qu'il arrive à trouver déjà un trou de souris, mais il a fait un sprint au moins de 275 mètres. Il a fallu qu'il contourne le train de Astana. Donc vraiment un effort au moins de 300 mètres, 315 mètres. Et il arrive à gagner le sprint, mais vraiment avec une grosse impression de puissance que m'a donné Guirmeil. Donc ça, c'est vraiment très très impressionnant, et sans son poisson pilote, parce qu'encore une fois, Adrien Petit, sans un coureur important dans l'effectif Intermarché, vu qu'Adrien Petit s'est fait la clavicule. Donc c'est vraiment bien de la part de Guirmeil. Après, il a fait un travail aussi autour de l'équipe Intermarché, mais vraiment... lui aussi, il fait un beau début de saison, Guirmeil, et on devrait le revoir sur les classiques comme le Omloop Etniesblad, parce que lui aussi, il a décidé de faire un gros début de saison. Je pense qu'il fera une grosse pause après les classiques flandriennes, parce que ensuite son prochain objectif, ça sera d'aller sur le Tour de France. Mais c'est sûr que c'est un coureur qui va être dangereux cette année à Guirmeil, et il est déjà en très bonne condition physique. On poursuit avec un coureur de la Jumbo. Je parle pas de Lavkoy, même s'il a plutôt bien couru au Lavkoy, notamment le sprint le premier jour. Il arrive à passer les bosses, mais c'est pas vraiment une surprise. Les championnats du monde espoir, il avait déjà passé les bosses, il avait fini 5e. Thomas Glogg, le coureur britannique, qui a été très bon. C'est bien d'avoir des jeunes coureurs performants. C'est vrai que Jumbo, ils ont quand même aussi cette force-là, c'est de réussir à repérer les jeunes coureurs très vite. Et en plus, comme ils ont eu de la réussite avec Vingegaard notamment, ils ont un peu de crédibilité quand même dans ce domaine-là, même si les gens oublient que David Decker, ça n'a pas marché, que les frères Van Dijk, pour l'instant, c'est pas non plus une réussite complète. Il y a quelques jeunes qui sont passés chez UAE qui pour le moment n'ont pas vraiment chez Jumbo, qui pour le moment n'ont pas vraiment performé. Mais Glogg, il a été très bon, deuxième de l'étape de l'Alto de la Cueva Santa, donc de l'étape de numéro 4, l'étape de samedi, 9e sur l'Alto des Pinos. Donc plutôt une belle semaine pour le coureur britannique, seulement 21 ans, mais qui a déjà remporté une étape du Tour de l'Avenir l'année dernière. Il a remporté également une étape de la Ronde de l'Isère, ça c'était l'année dernière, il était 3e. Il y a 2 ans, il était également 3e du général de cette course. 3e également d'une étape du Tour d'Alsace en 2022, 12e des Trois-Vallées Varésines, 12e également de Grande Piemontais en 2002, 3e de la Flèche Ardennaise en 2022 également. C'est un coureur qui est jeune, mais qui est plutôt du niveau de Vingegaard quand même, d'un niveau, je dirais, pas mal pour le coureur britannique. En plus, un gabarit, à la Remco Evenepoel, c'est-à-dire 1,75, 60 kg, un peu plus maigre que Remco Evenepoel, mais en termes de taille, c'est similaire avec Remco.
Donc ça, c'est très intéressant. C'est vraiment un gabarit de grimpeur. Donc on va voir sur cette première saison comment ça va se passer. Il y aura des tests, je pense, pour lui, notamment le Critérium du Dauphiné sera un test, notamment peut-être également le Tour de Norvège. Après, est-ce qu'il fera le Tour de France? Je ne pense pas. Ça serait prendre quand même un risque du côté de la Jumbo de l'emmener sur le Tour de France, même si c'est vrai qu'il est prévu sur le Dauphiné, mais parfois, voilà, c'est peut-être une autre stratégie pour la Jumbo, peut-être emmener des coureurs sur le Dauphiné. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ils avaient toujours tendance à mettre tous leurs œufs dans le même panier, c'est-à-dire à mettre tous les œufs dans le Critérium du Dauphiné, et puis sur le Tour de Suisse, il y avait un peu personne. Donc, peut-être que l'objectif est d'un peu équilibrer les choses, c'est-à-dire d'avoir à la fois un coureur qui aille sur le Dauphiné, mais également d'autres coureurs qui peuvent jouer le général, qui aillent également sur le Tour de Suisse. Mais c'est bien pour le coureur britannique, et puis c'est bien pour la Jumbo, parce que c'est vrai que le début de saison, pour le moment, ils le font sans les leaders. On n'a pas vu Laporte, Van Aert, qui était au championnat du monde, avec Van Der Poel, mais ni Roglic, ni Vingegaard. Tout le monde est un petit peu au repos du côté des stars de la Jumbo. Sepkus aussi, qu'on n'a pas vu. Donc c'est bien qu'un coureur comme ça arrive à amener des points parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit largué au niveau du classement UCI. Mais pour l'instant, ça se passe très bien pour le coureur britannique et pour cette formation. On va voir ce que ça va donner. Il sera sur l'UAE Tour notamment. Et sur la semaine internationale copier Bartali. Voilà, il va pas mal courir sur la première partie de saison. On le verra également sur la Flèche Wallonne, sur Liège-Bastogne-Liège, sur l'Amstel. Aussi, ce jeune coureur britannique donc, qui découvre on va dire le monde du World Tour parce qu'il connaissait déjà le monde continental, le monde professionnel en ayant fait 2 années chez Trinity Racing, qui est une belle équipe, Trinity Racing britannique, qui essaye de faire un gros travail de formation de jeunes coureurs britanniques. Et puis ça fait depuis le mois d'août qu'il a rejoint la Jumbo Visma. Mais voilà, c'est une équipe qui est intéressante, Trinity Racing. C'est pas le premier jeune qu'on voit sortir de Trinity Racing, c'est une belle formation continentale. On poursuit après Thomas Glog avec Ciccone. Alors certes, il y a une frustration pour Ciccone parce qu'il ne gagne pas la course. Mais il y a quand même quelque chose de satisfaisant, c'est qu'il est en forme. Il ne gagne pas la course parce que de toute manière, Ciccone, pour moi, c'est pas un leader de grand tour. J'ai cru à un moment qu'il serait leader de grand tour parce que quand il se présente sur le Tour d'Italie, sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne, même s'il abandonne, il était dans le top 10. Mais on a bien compris qu'il ne prenait pas de plaisir à avoir ce rôle-là. Et dans le cyclisme, dans le sport professionnel, il faut quand même prendre du plaisir. À un moment, si tu ne prends pas de plaisir, c'est quand même compliqué. Parce que tu fais un travail qui est quand même difficile physiquement. Et il ne prenait pas de plaisir à avoir ce rôle-là de leader. Parce que tu es obligé de courir pour lui un peu contre nature parce que tu es obligé d'attendre énormément alors que c'est un mec qui aime bien anticiper, qui aime bien partir en échappée. Et c'était un peu compliqué pour Ciccone. Et on sent en plus, et j'ai eu la confirmation sur cette course-là, que Ciccone, il fait trop d'erreurs pour pouvoir être leader. C'est pas des erreurs physiques, c'est pas des erreurs de préparation, c'est des erreurs stratégiques de la part de Ciccone. Alors certes, le deuxième jour, il s'en sort bien quand il prend le classement général. Mais déjà, dès le lendemain, l'échappée, ça peut être dangereux de laisser arriver comme ça une échappée. Alors c'est pour éviter, je pense, d'avoir des secondes de bonification pour ses adversaires, mais je trouve que c'était quand même une grosse prise de risque. Et puis, sur l'étape de samedi, comment tu peux, dans un groupe de 10, t'es leader, tu sais que tes adversaires peuvent prendre des bonifications, comment tu peux lancer ton sprint en 9e position? Alors certes, il finit, je crois, 4e de cette étape-là, mais il démarre son sprint au moins en 9e position. Ça, tu peux pas faire ça non plus. Il y a un moment, faut être aux avant-postes quand tu es leader. Donc ça confirme bien que pour moi, c'est pas un vrai leader. Et puis là, le dernier jour, oui, il s'est fait un peu avoir, mais parce qu'il se retrouve seul, il se retrouve complètement isolé en tête de course. Et c'est vrai que, oui, il perd le général. Mais pour moi, ça confirme que Ciccone est un très bon coureur. Mais c'est pas un coureur qui est fait pour le général des grands tours. Et on a encore eu la confirmation lors de cette
lors de cette 5e étape, lors de cette course du côté du Tour de la Communauté de Valence, mais ça reste une bonne semaine quand même, parce qu'il a déjà gagné, donc ça c'est important pour la confiance, et puis il est en forme, il est en bonne condition physique, c'est un coureur qui est vraiment performant, donc c'est un coureur important pour la Trek, je pense, qui aurait peut-être du mal dans d'autres formations. C'est-à-dire, moi, je ne le vois pas non plus équipier Ciccone. Donc, c'est bien en tant que leader, même si c'est un coureur, tu sais qu'avec ce coureur-là, avec le système moderne des points, c'est peut-être un peu compliqué d'aller chercher des points UCI avec un leader comme Ciccone. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je poursuis avec un coureur italien qui est dans l'équipe Q36.5, c'est Moschetti. Ça a été une semaine compliquée pour Moschetti qui a même abandonné lors de cette épreuve, mais il était vraiment en mauvaise condition physique, Moschetti. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est un peu le leader au niveau des sprints de cette équipe. Il n'a pas abandonné, il est arrivé hors délai sur l'étape de Valence, parce que là j'ai le confirmation de ses résultats, mais c'est quand même terrible. Le premier sprint, il finit 127e, quoi. Il finit pas du tout dans le bon peloton. Pareil à Sagunto, il finit 110e. Enfin, c'est Moschetti, quoi. On parle quand même d'un coureur qui a fait des podiums, ou a fait des top 5 au moins sur le Giro. On parle en plus d'un mec qui est capable de faire des bons débuts de saison, parce que je me souviens que l'année dernière, voilà, il remporte une étape sur le Tour de la Communauté de Valence, qu'il avait été bon également sur le Tour de l'Algarve, où il avait été performant également. Donc c'est un coureur qui est capable de faire des bons débuts de saison, vainqueur du Trofeo Playa des Palmas, mais là et du Trofeo SS Salines également, du côté des Challenges de Majorque en 2020, mais là il passe à côté. Alors est-ce que c'est parce que les objectifs sont un peu plus tardifs dans la saison? L'objectif est peut-être plutôt au mois de mai, au mois de juin avec le Tour de Suisse, mais c'est quand même terrible pour un coureur comme ça. On a l'impression que Moschetti, ça fait quand même depuis 1 an, 2 ans qu'il met plus un pied devant l'autre. Depuis 1 an, peut-être, oui, depuis 2022, et déjà pas si exceptionnel que ça en termes de résultats, parce qu'après sa victoire sur le Tour de la Communauté de Valence, il n'y a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Mais encore, chez Trek, il y avait un peu l'excuse, je suis pas leader, je dois faire avec d'autres coureurs, et j'ai rarement un train performant. Sauf que là, chez Q36.5, tu es un petit peu le leader quand même au niveau des sprints. Alors certes, il y a Filippo Conca, mais c'était pas le leader au niveau des sprints, loin de là. Et cette équipe même qui est un peu passée à côté, parce qu'ils sont que 3 au final au classement général à l'arrivée. Conca 31, De Vrij 49, Parisini 70e. C'est pas si dingue que ça. Et surtout, voilà, un Moschetti qui, je trouve, passe à côté sur son premier sprint et n'était pas en grande condition physique sur cette semaine. Tobias Ludvigsson a abandonné aussi, Damian Howson pas à l'arrivée non plus, Antonio Puccio pas à l'arrivée. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour une équipe de deuxième division. Je dirais que même Burgos et Euskaltel ont été un peu plus impressionnants que Q36.5 pendant cette semaine. Donc c'est dommage, surtout quand tu es dans ta première année. Uno X, j'ai trouvé Uno X très discret. Alors certes, il y a un coureur qui est 14e du côté de Uno X au niveau du général. C'est Thorsten Trahen, qui est pas hyper connu, qui est pas super connu. Mais je trouve qu'on les a peu vus. Alors Christophe n'a pas été très bon sur les sprints, mais je trouve que même Anton Charming, je m'attendais à un peu mieux. Là, il finit à 2,28. Charming, je m'attendais à ce qu'il soit dans le top 10, qu'il soit à une 15, une 20. Voilà, il y a 1 minute de trop de partout pour Anton Charming. Alors certes, Thorsten Trahen, mais il est que 14e, donc ça fait pas non plus énormément de points UCI pour Uno X. Et c'est vrai que Scarset, Christophe sont passés un petit peu à côté. Alors après Alexander Christophe, il y a d'autres objectifs dans l'année. Peut-être des objectifs un peu plus tard dans la saison, notamment le Tour de France.
Peut-être qu'il s'est préparé tranquillement pour le moment, qu'il a décidé de faire un début de saison tranquille. Mais ça fait 2 fois qu'Uno X, je les trouve très discrets sur une épreuve par étape. Donc voilà, il faudra faire un petit peu mieux dans les semaines à venir du côté de Uno X s'ils veulent être présents pour la bagarre, pour le classement du World Tour pour 2020, enfin pour l'année 2026, pour de 2026 à 2028, pour être vraiment bien classé dans ce classement World Tour, eh bien il va falloir vraiment un peu se montrer. Et là pour le moment c'est pas exceptionnel de la part de Uno X, c'est un peu en dessous de ce qu'ils ont fait l'année dernière. Après peut-être qu'ils se sont aperçus l'année dernière qu'ils avaient commencé un petit peu sur les chapeaux de roue et qu'ils ont eu du mal à finir. Et puis la Bahrain Victorious, Caruso 33e. La confirmation, autant Bilbao et Landa ont plutôt fait une belle semaine au niveau physique, pas toujours en termes de stratégie, mais au niveau physique, ça a été plutôt pas mal. Autant Caruso, on a la confirmation que maintenant c'est un équipier, un peu comme... Alors le pire c'est Gino Mäder. Gino Mäder a fini 60e au général, il finit 6 places devant Fred White, qui n'a pas fait une course si incroyable que ça à Fred White, donc c'est dire que Gino Mäder... C'est quand même dur, mais Caruso est en difficulté pendant toute la semaine. C'est pas simple aujourd'hui. En fait, chez Bahreïn, on a du mal à savoir quelle est la hiérarchie, mais ce qu'on peut dire, c'est que la hiérarchie... En fait, contrairement à d'autres équipes comme UAE ou Jumbo, où ils ont un peu le choix du roi, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de coureurs qui sont en forme et performants, et que c'est presque un rôle de sélectionneur pour le patron de l'équipe, autant chez Bahreïn, t'as l'impression qu'il faut faire avec les qualités physiques du moment. Avec les qualités physiques du moment, c'est que Bilbao et Landa ils sont dans le coup, et que Caruso et Mäder ils sont pas dans le coup. C'est un peu triste parce que Gino Mäder c'est pas un mauvais coureur, mais il enchaîne quand même vraiment les contre-performances depuis quelques temps. Surtout que l'année 2022 avait pas été top. Et puis Caruso, depuis le Tour de Sicile, qui était quand même pas d'un très grand niveau l'année dernière, il enchaîne lui aussi un petit peu les contre-performances. Et surtout, il se retrouve souvent à avoir un rôle d'équipier. Caruso de nouveau, alors qu'on pensait qu'avec sa victoire sur sa 3e place sur le Tour d'Italie, au général en 2021, le fait qu'il avait fait quand même quelques belles performances, il aurait un statut de leader. Eh bien non. Il n'a plus ce statut de leader, j'ai envie de dire, du côté de sa formation. Donc ça, c'est un petit peu triste. Du côté du coureur italien, on a fait le tour, de ce tour de la communauté de Valence. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors bien entendu pas le tour d'Antalya qui a été annulé suite au tremblement de terre en Turquie, mais on parlera certainement de l'UAE Tour en fin de semaine. Et puis il va y avoir les championnats du monde de ski alpin également sur la chaîne, tournoi destination également, et championnat du monde de biathlon également qui vont arriver. Et puis le premier épisode du maintien qui va arriver également très rapidement. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.